Bienvenue au Meetup Cursor Nantes et j'ai le plaisir d'accueillir Alex qui va se présenter. Eh ben, je me représente du coup. Moi, ça fait 3 ans que du coup, je suis dans l'IA. De base, je suis développeur. Je suis développeur senior full stack. Beaucoup de front. J'avoue que spécialité front et pas spécialité UI. Vraiment spécialité pour faire des interfaces assez chiadées, assez complexes. Ça, j'aime bien. Pour tout ce qui est design, franchement, on repassera. Je suis pas très très fort. Mais voilà, du coup, 11 ans de dev à peu près, en comptant pas mal de petites choses. Je suis complètement passionné sur le sujet et dès que l'IA est sortie avec les toutes premières versions de GitHub Copilot, il y a genre quelques années, j'ai tout de suite senti qu'il y a un truc qui allait shifter, même si au début, les premiers résultats, ils étaient franchement éclatés. Mais voilà, petit à petit, du coup, j'ai vu qu'il y avait un potentiel. J'ai monté du coup la première version de la communauté il y a 2 ans et demi, quelque chose comme ça. J'ai embarqué quelques personnes pour me rejoindre. Et petit à petit, on a vu que tout était en train d'évoluer, puis on a continué de faire pas mal de petits trucs sur les outils. Et aujourd'hui, du coup, je suis fondateur d'une communauté qui s'appelle Lay Driven Dev, dans laquelle on partage plein de bonnes pratiques et on essaie de pousser les usages de l'IA au maximum parce que force est de constater que notre métier il a complètement changé, qu'il n'y a aucun retour en arrière qui est possible et que bah voilà, maintenant il faut s'adapter, il faut faire avec et c'est pas plus mal parce que c'est vachement fun de coder avec l'IA là où au début j'étais un peu réfractaire parce que je prenais énormément de plaisir à taper le code et à voir que j'avais produit un truc. En fait, bah maintenant, je tape plus de code. Donc voilà, enfin, c'est tous ces sujets-là qu'on va pouvoir aborder, je pense. Ouais, et du coup, juste pour enchaîner, un truc assez intéressant, c'est à quel moment tu as reçu un petit peu une claque où tu t'es dit vraiment, bah, là, clairement, il y a quelque chose qui va complètement changer dans notre écosystème de développeurs. On passe d'un workflow classique à un workflow lié avec l'IA et tout. À quel moment tu t'es dit vraiment, bah là, faut vraiment avancer sur ce sujet-là, il faut vraiment utiliser ce genre d'outils? Hyper bonne question. Je dirais qu'il y a eu 2 moments. Le tout premier, je venais de passer de freelance. Donc c'était post-Covid, donc il y a 4 ans. Et j'avais eu accès aux premières versions, on ne sait comment, de GitHub Copilot. Les toutes premières versions qui étaient vraiment encore, fallait se mettre sur liste d'attente, il n'y a personne qui avait les accès, c'était complètement random sur Twitter. Et je ne sais pas comment j'ai eu mes accès, un peu avant tout le monde. Donc j'ai installé le truc avec une team de gens sur Twitter. C'était soit incroyable, soit complètement nul. Et 90% du temps, c'était complètement nul. Et donc du coup, j'ai désinstallé l'outil. Quelques mois plus tard, je passe freelance. En fait, l'outil continue de grandir. Et à un moment donné, la boîte dans laquelle j'étais se fait racheter et on passe d'une stack JS à une stack Java. Donc, j'étais du Java et je m'en sors. Mais là, c'est une énorme code base avec tout en DDD. Il y a de la clean architecture. Il y a des interfaces d'absolument partout. Moi, je suis lâché là-dedans et on nous dit, les gars, il faut s'adapter parce que là, d'ici la fin de la semaine, on n'arrive pas à monter en compétence sur la stack. L'équipe, elle bouge. Je suis en mode, OK. Et je ne sais pas comment, je réinstalle GitHub Copilot. Et en fait, les 2 premiers jours, on check la code base. C'est un foutoir pas possible. Une énorme code base legacy en Java dans laquelle, en fait, c'est une boîte qui rachetait d'autres boîtes. Donc, à chaque fois, ils réintégraient du code. Je vous laisse même pas imaginer le foutoir. On commence, on check avec mon pote et on se dit, waouh. Mardi soir, on se dit, franchement, ça va être hard. Le mardi matin, on fait un call avec le CTO. Et du coup, on décide de faire une feature en pair avec le lead. On fait une feature en pair avec le lead. J'avais installé GitHub Copilot, machin, etc. Je voyais qu'il y avait des petites autocomplétions un peu sympas et tout. Et là, le gars, il me dit, bah, ça serait cool qu'on rajoute cette feature, etc. La feature, les fat. Il me dit, on a 2 heures, ça va le faire, etc. Moi, je suis complètement largué. Euh, et là, on continue de faire le flow. En moins d'1 heure, on plie la feature parce qu'en fait, bah, c'est beaucoup d'imports, c'est beaucoup d'interfaces. Enfin, la clean archi, c'est beaucoup ça. Et GitHub Copilot, il a super bien compris le contexte. Et il commence à mapper les trucs et tout. Et moi, je suis impressionné, mais poker face, je fais genre de rien du tout. Le gars qui est avec moi, il me dit, oh, c'est incroyable et tout, c'est quoi cet outil? Je dis, ah, c'est un outil qui vient de sortir. En fait, on arrive à faire la feature. Le mec, il me dit, je suis impressionné, ça fonctionne trop bien. Et là, je me dis, ok, pas mal. Et à partir de ce moment-là, j'ai plus jamais désinstallé GitHub Copilot, sauf peut-être il y a 1 an en arrière pour jouer un peu avec Cursor, etc. On y reviendra. Mais c'est le premier moment où je me suis dit, waouh. Et la deuxième claque, je dirais que je l'ai prise il y a quelques mois. Et c'est pas vraiment moi, en fait, c'est quand j'ai vu des gens du coup de la communauté faire des trucs que moi j'avais pas pensé à faire et que les boucles agentic elles ont commencé à apparaître et en fait j'ai vu que ok, si tu donnes une règle à une IA et que tu arrives à boucler suivant un schéma précis, elle arrive à générer du code d'hyper bonne qualité et waouh. Et là en plus avec les dernières versions qui sont sorties, genre Opus 4.5, je veux dire, c'est du génie ce modèle-là. Donc voilà. Allez, 3, je t'en ai donné une bonus pour le Ouais, fun. non, c'est pas mal. Non, mais effectivement, déjà, l'effet waouh avec la partie
partie un peu complétion il y a très longtemps, et puis là, de voir qu'on peut vraiment faire des workflows complexes de développeurs avec un résultat qui est correct. Effectivement, ça change la donne et c'est un moment assez sympa de voir dans le monde de la tech, de voir un petit peu ce moment où l'IA arrive. Je trouve ça assez excitant et je suis plutôt enthousiaste de cette partie-là, quoi. Ça te fait penser un peu au TDD? Tu sais, genre, tu vois tes tests et puis en fait, plus ou moins, ils passent au vert et tu as ce truc un peu gamification où tu sais, tu es trop content de voir le truc marcher, tu vois. Moi, j'ai un peu ça, tu vois. Ok, effectivement. Petit focus un petit peu sur Cursor. Toi, comment t'en es venu à tester Cursor ou en entendre parler? Bon, il y avait, on va dire, Windsurf un petit peu, du coup Copilot un petit peu, mais on va dire qu'il était un peu en retard parce que le mode agent est arrivé quand même assez tard côté Copilot, même s'il est présent aussi aujourd'hui maintenant. Mais du coup, côté Cursor, comment tu as découvert ça? Comment tu as joué avec? Cursor, comment j'ai découvert Cursor? Je pense comme tout le monde, Twitter. Il y a un moment donné, quand ils ont commencé à décoller, tout s'est fait sur Twitter. Même encore maintenant, hein, tout va vachement vite sur Twitter, enfin sur X. Je pense que c'est là que j'ai commencé à l'utiliser. La toute première feature, je pense, qui m'a marqué, c'est la cursor tab. Vraiment, le multi-autocomplete, c'était vraiment cool. Ça autocompletait dans plusieurs endroits, etc. Et c'est là où vraiment on avait un peu la blague du tab-driven development, où en fait, tu appuies juste sur tab et en fait, le moteur, il était vachement, vachement cool. Après, ils ont racheté Supermaven quelques temps après. Je sais pas trop ce que ça a donné, cette histoire, parce que le modèle était déjà super bon, en plus d'être rapide. Et je pense que là, c'est vraiment le moment où je me suis dit, OK, là, l'adoption de cursor, elle est folle. Je peux continuer à faire mes petits trucs. C'était l'époque, c'était à peu près il y a 1 an et demi, ish, où on utilisait beaucoup le chat, mais pour poser des questions. C'était en mode, OK, le machin arrive à peu près à comprendre ce que je veux faire, mais du coup, il n'y avait pas encore ce système d'agent qui allait fouiller avec beaucoup de tool calling. C'était beaucoup d'autocomplete. Et je pense que c'est là, tu vois, où je pense que tout le monde a raccroché sur Cursor. Yes, juste pour info, je mets dans le chat. Il y a Cursor qui avait sorti carrément aussi un peu comme Stack Overflow, qui avait sorti un clavier à 3 touches, CTRL-C, CTRL-V. Donc il y avait CTRL-C et V. C'est pas une blague, ils l'ont vraiment sorti? Ils l'ont vraiment sorti, ouais. Ouais, c'est pas une blague. Du coup, il y avait la touche tab qu'on pouvait du coup récupérer et faire du tab, 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 tab. Bon, voilà, c'était assez rigolo. On continue un petit peu sur Cursor. Du coup, cette partie-là, aujourd'hui, Cursor, donc il y a la notion de modèle. D'ailleurs, Cursor ou pas, hein, aujourd'hui, comment tu choisis ton modèle? Tu as parlé d'Opus, là, effectivement, qui est assez costaud. Mais dans l'évolution des modèles, est-ce que tu as vu vraiment des différences flagrantes entre l'usage des anthropiques, on va dire les derniers? Cursor a typiquement sorti aussi son propre modèle qui s'appelle Composer. Est-ce que tu l'as déjà essayé? Ouais. Première question, du coup, comment est-ce que je choisis mon modèle? La vérité, c'est qu'il y a 2 écoles. Prenez celle que vous voulez. Il y a l'école qui vient un peu des chaînes d'agents SDK et il y a l'école qui vient de, un peu, je veux dire, la mouvance et un peu genre l'empirisme qu'on peut avoir du coup sur le fait d'utiliser l'IA. La première école, c'est de faire un plan qui soit vraiment bien construit, qui ait vraiment beaucoup d'intelligence, faire un plan technique vraiment aux petits oignons. Il y a rien qui dépasse, c'est tout nickel. Vous prenez ce plan-là et vous l'envoyez dans une IA beaucoup plus rapide que les autres, comme par exemple Grokcode, qui franchement est très très rapide pour ceux qui connaissent l'IA de XAI. Et du coup, vous allez boucler là-dessus. Donc, elle est moins smart, elle va faire des erreurs, mais c'est pas grave parce que vous la mettez dans une boucle agentic et vous la faites vérifier son plan à chaque fois. Et ce qui fait que vous avez au début passé beaucoup de temps pour faire le plan et après, vous allez aller très vite et faire plein d'itérations sur de la vitesse. Et du coup, vous avez une output qui est plutôt propre. Vous avez la deuxième option qui est de se dire, OK, je vais utiliser du coup un gros modèle pour construire mon plan. Et ensuite, je vais utiliser un gros modèle pour appliquer ce plan. Typiquement, un mode thinking avec un Opus 4.5. Super smart, le tall cooling avec tout ce qui est système d'agents, etc., comme par exemple dans Cloud Code, même dans Cursor avec la génération du contexte, fonctionne super bien. Ça vous récupère tout. Vous prenez ce truc-là, vous le mettez du coup dans un système d'implémentation, même modèle, il est ultra smart. Et si jamais à un moment donné, il va différer du plan parce que il y a un test qui a pété, parce qu'on avait dit que le bouton devait être là, mais en fait, il y a 2 boutons, parce qu'en fait, bref, des petits edge cases un peu à la noix comme ça qu'on prend tous en tant que développeur. En fait, il va prendre les décisions pour vous, des semi-décisions, et ça vous permet d'être beaucoup plus rapide là-dessus. Donc voilà, il y a Ok. 2 manières de faire, je dirais. Ouais, ouais, très bien. Et une des problématiques aussi qu'il y avait un petit peu au début avec ces histoires d'agents, c'est qu'on avait une taille avec des fichiers, notre code base qui était existante, mais ça avait du mal à la comprendre. Aujourd'hui, on parle souvent d'indexation de la code base.
Tu as vu comme ça une évolution un petit peu avec des outils comme Cursor ou autres qui ont essayé d'améliorer ça, ou finalement tu utilises d'autres outils spécifiques pour essayer d'être au plus près finalement de l'existant? Ouais. C'est là où du coup Cursor est venu avec une approche qui était franchement assez folle et je pense que c'est le point qui a mis une claque complètement à GitHub Copilot quand c'est sorti du coup de manière vraiment stable, je dirais il y a un an. C'est l'indexation de la codebase. Le fait de tout indexer proprement dans une base de données vectorielle où quand tu poses une vraie question, tu as une vraie réponse. Là où du coup, quand tu posais une question avec GitHub Copilot, même encore aujourd'hui, il y a des agents qui sont appelés. Soit ces agents-là vont appeler des outils, mais à l'époque, c'était pas des agents, c'était pas des sous-agents, c'était beaucoup d'outils. Et donc, du coup, il va y avoir du tool calling sur des éléments pour aller, je sais pas, lire un fichier, indexer des trucs, je sais pas trop quoi. Et ça fonctionne. Ça fonctionnait vraiment très mal. Cursor, du coup, ça a pour moi été les premiers vraiment à bien indexer sa preuve dans une base de données vectorielle. Ensuite, on a des outils comme Kilocode, comme Klein, etc., qui sont venus un peu rajouter leurs outils par rapport à ça. Et là, le mix des deux fonctionne relativement bien, notamment sur tous les outils en CLI, comme sur un Cloud Code, où vous avez un mix d'indexation avec un mix de parcours, ce qui permet en fait, comme par exemple la notion de skills, qui est vachement utilisée par exemple là sur les modèles. Ce que ça fait un skill, c'est que ça va faire un tri avec l'ensemble des commandes, l'ensemble des skills directement à l'intérieur. Ça va indexer vos front matter headers. Et en fonction de ça, ça va les passer à l'IA du coup quand vous allez poser une question. En fait, on est sur une bi-approche. C'est à moitié indexé, soit il y a un peu de tri qui est utilisé, soit il y a du tool calling, comme par exemple des agents d'exploration qui vont aller lister la code base quelque part. À une époque aussi, Cursor avait essayé de se résoudre ce problème-là, et notamment, dans les options, il y avait possibilité d'envoyer le tri complet de sa code base en header dans le système prompt tout au début, il y a quoi 6 mois à peu près, quelque chose comme ça, pour du coup avoir des résultats qui étaient beaucoup plus probants, notamment sur des codebases un peu plus grosses, où là, du coup, c'était compliqué d'avoir un résultat et de matcher le bon contrôleur au bon moment, sachant que des user contrôleurs sur le projet, bah, il y en avait 6 ou 7. Quoi. Ok, d'ailleurs, je suis curieux, j'ai vu pas mal de pubs enfin, ou de promos sur des outils comme grep AI ou autres qui essaient de faire du grep, mais un petit peu mieux, etc. Cursor, finalement, si on l'utilise, est-ce qu'on a vraiment besoin de ce genre d'outils ou ça peut être complémentaire peut-être Ça dépend de ton approche. Aujourd'hui, il y a je vais dire, deux manières de faire de l'AI-driven development. Il y a la manière normale. On prend une IDE, on utilise les outils de l'IDE, il y a une toolbox, et c'est comme ça que les développeurs ont quasiment toujours fait. Et il y a la manière un peu à l'ancienne, mais un peu novatrice, mais qui se dit, OK, je vais utiliser un SDK pour le faire. Et du coup, c'est beaucoup plus facile de piloter les pièces du puzzle avec un SDK. Et là, du coup, tu vas pouvoir utiliser l'outil que tu as envie d'avoir, soit une base de données vectorielle parce que tu estimes que c'est une bonne chose à faire, soit du coup du tool calling, soit du coup des outils de grep. Il y en a pas mal qui existent, il y en a pas mal qui sont vraiment très bien, notamment pour faire de la recherche inversée, etc. Moi, personnellement, je suis plus de la team qui va utiliser les outils qui font déjà les trucs très bien parce qu'ils vont beaucoup plus avancer, beaucoup plus vite que moi, qui pourrait me prendre 2-3 heures par jour pour bosser sur mon SDK maison. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je pense que la plupart des. Il y avait le même qui était super drôle de Scooby-Doo, où genre du coup, c'était marqué on est une startup IA, et il enlève le masque et en fait, c'est marqué appel vers OpenAI GPT. Je pense que tout le monde l'a vu, ce même-là. Et du coup, je me retrouve un peu là-dedans où ok, tout le monde, de toute façon, va utiliser des agents en ligne de commande sur Cloud Code, etc. Parce que factuellement, ils évoluent beaucoup plus vite que tout le monde. Et voilà, donc je préconiserais plus de partir là-dessus, même si les deux éléments, ils sont plutôt cool. Et pour donner un contre-exemple, j'ai un pote qui part monter une startup, un genre de Lovable-like. D'ailleurs, les outils comme Lovable, etc., utilisent des SDK. Donc c'est vraiment ultra spécifique pour faire des choses. Mais du coup, ça correspond plus à la création d'un produit qu'à un day-to-day de dev. Ouais, carrément. Ok. Merci. Enchaînons un petit peu avec un petit peu le workflow, la productivité des développeurs, et puis ben, si tu veux présenter un peu la démarche de AI Driven Dev, peut-être, est-ce que vous proposez, mais du coup, est-ce que tu as des petites astuces ou bah voilà, des petites astuces, des guides qui permettent vraiment d'essayer de maximiser finalement ce que l'IA va produire pour que ça soit cohérent en tant que développeur? Est-ce qu'il n'y a pas des idées comme ça voilà, pour essayer d'avoir quelque chose de cohérent finalement, de maximiser l'usage de l'IA finalement quand on est développeur? Ouais, c'est une trop bonne question. Des astuces, il y en a plein. Je vais vous les donner au fil de l'eau. Comme ça, vous allez pouvoir les récupérer et voir si ça marche en fonction de votre contexte ou pas. La toute première règle, c'est que la méthode fonctionne mieux que l'outil. C'est-à-dire qu'il faut éviter de compter sur un outil. Si demain, genre Cloud Code disparaît ou Cursor disparaît ou quoi, a priori, on n'est pas trop embêté. Parce qu'on a un flow du coup. Pardon.
on a un flow qui fait que on n'a pas spécifiquement besoin d'un outil pour le faire. Donc ça, c'est le premier point, vraiment avoir une approche un peu agnostique par rapport à ça. Le second point, c'est que soit tu passes du temps au début, soit tu en passes à la fin. Et du coup, on est en train de se rédiger un espèce de manifeste avec toutes ces règles-là qu'on a mis quelque part. Je pourrais vous en sortir quelques-unes. Mais l'idée, c'est de se dire que si vous passez beaucoup de temps sur la réflexion, vous allez en passer beaucoup moins sur l'implémentation. Et si au contraire, vous passez pas trop de temps sur la réflexion en mode ouais, le plan que j'ai décidé de faire avec Cursor, il m'a l'air correct, j'implémente et je verrai bien. Est-ce qu'on a tous ce truc-là? Parce qu'en fait, on lit tous en diagonale maintenant, avec les réseaux sociaux, avec ce que vous voulez, avec le nombre de personnes qui sont TDAH. Mais surtout que le biais de l'IA, c'est que ça génère tellement de trucs qu'en fait, on est obligé de lire en diagonale. Et donc, par définition, si on lit en diagonale, ça veut dire qu'il y a des éléments qu'on n'aura pas. Et donc, c'est un parti pris de se dire, OK, j'ai lu, il y a 80% du truc qui a l'air d'être bon, je le lance, parce que si on a 80%, plus ça avance, et en fait, 80% de 80%, bah, ça fait 60. Et au final, on se retrouve, du coup, si une feature est complexe, avec un truc qui n'est pas terrible à la fin. Et donc, si vous passez plus de temps sur la réflexion, vous allez en passer moins sur l'implémentation. Même si au début, vous allez avoir l'impression de perdre votre temps, franchement, faites-le. Et rien que ces deux règles-là, elles sont plutôt cool. Et la troisième que je pourrais vous dire, c'est passer un peu de temps sur le contexte engineering. Quand vous discutez avec une IA, vous allez tout le temps avoir des discussions dans le chat. Et si vous ne prenez pas un peu de recul, à un moment donné, vous allez souvent avoir les mêmes patterns. Et limite, ça va vous énerver. Et vous allez faites un grep, installez Spec Story, regardez tout l'historique de vos conversations et faites un espèce de grep inversé pour essayer de retrouver tous les gros mots que vous dites. Et à chaque fois que vous trouvez qu'il y a des gros mots, ça veut dire que vous avez été frustré, ça veut dire que vous avez répété des choses. Et du coup, tous ces éléments-là, c'est des éléments qu'il faut que vous mettiez quelque part. Dans une memory bank, dans un agent.md, dans un point cursor, point rules, ce que vous voulez. Mais ces éléments-là que du coup, vous allez souvent répéter, il faut prendre le temps de les formaliser, de les rendre propres, exactement comme ce que vous auriez fait dans une code base. Et du coup, quand vous vous retrouvez du coup avec tout un système qui a bien été pensé pour du coup amener de la réflexion, systématiquement, quand l'IA elle se plante, c'est pas une mauvaise nouvelle, c'est une bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'il y a un truc que vous aviez oublié de lui dire. Et donc dans ce cas, vous allez le rajouter dans votre base de connaissances, ce qui fait que la prochaine fois que vous aurez une feature un peu similaire à faire, vous aurez quelque chose de complètement cohérent. Et voilà, mon top 3 des astuces pour faire de l'IDD. D'ailleurs, tu as indiqué quelque chose d'assez intéressant, c'est que bah, historiquement, en développeur, on développe. Et là, finalement, avec l'IA, est-ce qu'il n'y a pas voilà, un changement aussi dans notre métier où on est plus aussi relecteur et peut-être une certaine fatigue aussi, parce que bah, relire une PR, c'est différent que de générer du code, etc. Est-ce que tu vois aussi cette transformation un petit peu? Ouais, je la vois de deux côtés. Alors déjà, le tout premier truc, c'est qu'aujourd'hui, ça nous force un truc, ça nous force à faire deux choses, l'IA, qu'on avait complètement oblitéré en tant que développeur. La première, c'est qu'on nous dit souvent, vas-y, réfléchis à ta feature avant de la faire, etc. Toute cette phase-là, et nous, on est en mode genre, ouais, ok, d'accord, ça marche, et on code. Et je pense qu'on a toujours fait ça, coder une feature, et après on s'est dit, putain, c'était pas du tout ce qu'ils voulaient. Autant c'est de leur faute, parce que du coup, l'aspect était moisi, autant si on avait pris le temps de se poser la question, on n'aurait pas fait ça. Donc il y a toujours eu un peu cette ambivalence de développeur par rapport à ça. Et ensuite, j'ai complètement oublié ta question, donc je veux bien que tu la reformules. Non, il n'y a pas de souci. C'était plus voilà, aussi le métier de Ah, les développeur. usages, Pour lecteur, voilà, on est plus 100%. à relire du code. Bon, c'est vrai que ça change un petit peu. Il y a des personnes qui peuvent être, comme tu le dis, très, très fans d'écrire du code, mais finalement, avec l'IA, on passe aussi un peu de temps finalement à relire l'IA. Et la question qui vient un petit peu avec aussi, c'est est-ce que tu as vu aussi des notions de responsabilité ou des gens qui se déchargent un peu de responsabilité vis-à-vis de l'IA? Est-ce que tu as déjà vu ce genre de problématique aussi? Ouais, les deux. Moi, tout à l'heure, j'ai posté une capture d'écran assez rigolote sur le Slack qu'on a en interne avec le back-end de l'IDD, parce qu'en fait, j'étais en train de générer des cours et j'étais en train de faire plein de trucs. Et quand tu génères des cours, généralement, il y a beaucoup de contexte. Au bout d'un moment, ton chat, il devient périssable. Il faut que tu flushes le contexte parce que sinon, c'est n'importe quoi. Et du coup, je savais qu'il était foutu le truc, mais je me suis dit, bon, c'est pas grave. Et je lui ai demandé de faire un lien symbolique. Et le lien symbolique, elle me dit, ok, c'est bon, je l'ai fait. Et je regarde, c'est pas les bons dossiers que j'ai dit. Et je dis, non, non, tu t'es trompé, c'est ça et ça. Toujours pas. Et du coup, je m'énerve et du coup, je balance des gros mots dans le chat parce que du coup, je discute en vocal en plus. Et je dis, putain, mais c'est pas ça, c'est ça que je veux faire, etc. Et j'appuie sur rentrer un peu vénère du coup sur mon ordi. Et du coup, je prends 2 secondes de réflexion et je dis, je suis en train de gueuler après une IA sur un truc que moi je lui ai demandé. Et en plus, je pense que c'est de sa faute avec la mienne. Et du coup, je suis parti en rigolant et je me suis dit, putain, mais en fait, c'est un biais que de toute façon on a parce qu'on est hyper confronté à ça. Je pense qu'on l'aura toujours. Et du coup, c'est bien de le prendre avec un peu de recul parce qu'il faut toujours se souvenir que peu importe l'IA, elle peut être stupide, elle peut faire n'importe quoi, etc. Qui c'est qui lui a demandé de le faire? C'est nous. Donc, par définition, c'est notre problème si ça marche pas. Et d'ailleurs, c'est également dans une règle du manifeste qu'on a.
Et la règle, c'est quelque chose comme si l'IA génère quelque chose qui ne va pas, il y a genre 95% de chances que ça soit ta faute et pas de la sienne. Donc remets-toi en question. Et voilà. Typiquement ce genre de choses. Et ce que tu disais tout à l'heure par rapport aux usages qui étaient en train de changer, euh, il y a un mème aussi qu'on m'a envoyé cette semaine dans le Discord qu'on a. C'était un gars qui avait genre je sais pas, plein de fenêtres, qui est en train de faire plein de features en même temps. Et c'était un truc genre, voilà, charge mentale de faire autant de features. Parce qu'en fait, quand tu fais 6 features, ça veut dire qu'il faut que tu penses à 6 trucs. Tu vois le code qui est en train de se générer, même si genre tu as des work tricks, ton contexte il est trop bien, bah faut que tu sois en review derrière. Et c'est super chaud. Moi, je sais que par exemple, 4 j'y arrive, mais c'est hyper dur. Mais généralement, mon sweet spot, c'est 2 3 avec une feature où c'est un truc à la noix, genre juste, je suis en train de discuter sur le côté. Mais en fait, j'ai juste pas la faculté mentale d'orchestrer tout ça comme une IA pourrait faire, quoi. Donc ça, c'est assez rigolo aussi. Oui, tout à fait. Bah, ça change un peu la vision aussi. Le développeur doit être un peu plus architecte, connaître un peu plus le fonctionnel, comprendre les enjeux de sécurité, etc., etc. Mais Mmh. finalement, il faut avoir une appétence pour ça. Il y a le contexte switching, comme tu dis, à chaque fois, ça coûte aussi de changer des choses. On ne reste pas sur sa feature tranquillement pendant 4 heures ou autre, parce que l'IA elle te le fait plus rapidement. Donc c'est vrai que ça change pas mal aussi. Ouais. Le contexte switching, c'est un super point que tu es en train d'aborder, hein. Et je pense que ça va devenir un vrai problème, ça aussi. Enfin, ou alors l'IA, elle devient super smart, on lui dit de le faire, elle le fait, à la limite, on envoie toutes nos issues dans le cloud et ça se débrouille, tu vois. Mais autant, genre, on va faire beaucoup d'allers-retours, et puis pendant que l'IA travaille, on va aller checker nos mails, et puis on va passer un peu de temps sur le Slack, etc. Et puis du coup, on va être moins vigilant sur le code qu'on produit. Il y a une petite notion aussi comme ça qui est assez importante à relever, hein. Ouais, pour rebondir là-dessus, côté curseur, qui reste finalement plutôt un IDE, donc avec des agents plutôt synchrones, même s'ils ont une partie aussi cloud où tu peux déporter certains agents. Aujourd'hui, toi, tu vois comment un peu l'évolution de cette partie-là, où on a des agents synchrones sur son poste, même si c'est en multisession ou autre, hein, ou multi-agent ou en sub-agent, enfin, ça dépend en fait de la techno, versus des trucs qui sont un peu asynchrones dans le cloud. Aujourd'hui, toi, tu penses que les deux vont exister, coexister, ou est-ce qu'il y en a un qui va gagner face à l'autre, finalement, d'un point de vue développeur? Hmm. C'est une trop bonne question, et j'ai fait une fiche de cours d'ailleurs là-dessus aujourd'hui. Moi, je pense, ça n'engage que moi, et ce n'est que mon avis, donc disclaimer réel, que les trucs genre Cloudbot, etc., qui sortent, qui sont vraiment très cool, etc., et tous ces trucs où du coup on peut discuter avec Claude sur WhatsApp et avoir des agents qui vont bosser, machin, etc., c'est 100% cool, c'est 100% futuriste et c'est 100% stylé. Il n'y a aucun débat là-dessus. Maintenant, est-ce que vous allez pouvoir envoyer des features prod ready là-dessus? Oui. Est-ce que c'est le cas maintenant? C'est quand même un peu difficile à jauger. Nous, on le fait sur des micro-features. Bah, genre notamment le bugbot de Cursor. Copilot a également le sien. Enfin, Claude a une action sur GitHub. Enfin bref, tous ces outils-là, c'est trop cool. Et généralement, nous, ce que ça nous sert à faire, c'est on a vu une issue sur un truc, on balance l'issue et l'IA corrige l'issue. Mais c'est une petite issue, c'est du XS, c'est du S, c'est le truc, une petite feature, il y a eu un bug, il faut corriger un test, il faut mettre à jour de la doc, ce genre de truc. Là, vous pouvez envoyer toutes les issues, elles vont s'auto-traiter. Et il y a un aspect un peu satisfaction aussi, de voir ce genre de truc où très souvent on met des trucs dans notre to-do en mode ah, ça serait bien que je fasse ça, ça serait bien que je mette à jour la doc, ça serait bien que je fasse ci, ça serait bien que je fasse ça. Et on le fait pas parce qu'on a tous une vie, on a tous plein de trucs à faire. Là, balancer les issues, c'est vraiment très cool. Donc, par définition, je dirais qu'on y va. Maintenant, je pense qu'il n'y a rien qui. En fait, le jour où on arrive à faire ça avec des features de taille L, XL, où il y a vraiment genre zéro review et on a limite qu'approuver l'APR, parce qu'il y a ça aussi. Si ton truc il part dans le cloud, il part sur GitHub et tu peux le checker depuis ton téléphone ou même de ton ordi, c'est super cool. Mais du coup, il y a plutôt intérêt que le truc il soit bien fait. Parce que s'il faut que tu ailles cloner l'APR, que tu clones le truc, que tu ailles check out, que tu ailles vérifier le code, que tu ailles regarder machin, etc., tu vas perdre un temps infini alors que juste tu avais ton ordi. Donc ça veut dire que le code, il faut qu'il soit absolument nickel. Et le jour où tu peux envoyer des features de taille L ou XL, où tu as juste la review, ça t'a dit ce que ça a fait, et c'est absolument nickel, je pense qu'on va avoir beaucoup de problèmes, nous, en tant que développeurs. Donc c'est la raison pour laquelle je pense qu'on n'y est pas. Ouais. Et je pense que ça fonctionne très bien pour des petites features. Et pour le reste, franchement, Cursor, ils sont assez cool aussi là-dessus. L'écosystème, il y a le browser qui se lance, vous avez le chat sur le côté. Ou si vous avez un grand écran, franchement, c'est royal parce que du coup, il y a tous les panels qui s'activent. On peut voir les tasks qui sont en train de se faire, etc. Ouais, ça, c'est la vraie manière aujourd'hui, en 2026, de créer des grosses features et ça marche très bien. Ouais, bah, j'allais justement te questionner cette partie-là en tant que développeur un peu front historiquement. Cursor, ils ont ajouté assez rapidement la manipulation finalement du navigateur, donc ils ont réimplémenté leur MCP Playwright, on va dire, en interne.
Toi, c'est quelque chose en tant que développeur front-end, tu vois quand même un super avantage à ce genre de choses quand même aujourd'hui avec Cursor et bon, les autres IDE de code aussi l'ont, hein, mais Cursor était en avance là-dessus en tout cas. Ouais, 100%. Je me souviens qu'à l'époque, je crois que c'est Windsurf qui avait sorti ça aussi. Et ça a vraiment fait parler sur X et tout. C'était vraiment très stylé. Euh, Moi, je suis 100% pour. Je trouve que c'est cool. Je trouve que ça marche bien. Je trouve que la techno, elle est mature. L'IMCP, c'est vraiment top, mais ça a tellement de dérives. Ça surcharge le contexte. C'est chiant à appeler. C'est lent à la mort. C'est un peu relou. D'ailleurs, c'est pour ça que Claude, ils ont sorti Claude Chrome. C'est parce qu'en fait, c'est insupportable à gérer. Donc, je pense que les interfaces comme ça, elles ont carrément de l'avenir, d'autant plus qu'on voit avec des outils comme Anti-Gravity ou ce genre de choses. En fait, on ne peut pas se passer de la UI. Genre, c'est trop cool d'avoir des outils en CLI. Moi, j'utilise tout le temps la CLI. Vraiment tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais pour de l'interface, en fait, tu es obligé de check. Tu es obligé de check et à la limite, tu es obligé d'avoir deux écrans parce qu'il te faut impérativement cet outil où tu vas pouvoir check, etc. Donc, non, je pense que ça va continuer de l'être. Et en plus, je trouve que c'est assez réducteur pour les gens qui font du front-end. Moi, je suis vraiment pas bon en UI, je suis pas bon en UX non plus, mais grosso modo, s'il faut avoir un front qui bug pas, a priori, je suis plutôt la bonne personne. Mais du coup, quand tu dois vraiment implémenter une maquette, vraiment avoir de la réflexion, vraiment avoir des transitions, etc., l'IA, c'est le truc dans lequel elle n'excelle pas forcément. Et du coup, c'est assez réducteur de se dire qu'on va pas avoir besoin de cet outil, notamment pour faire du front. Donc, rien que pour ça, on est ultra focus là-dessus et je pense que ça va continuer encore pendant très longtemps. Rien que pour cette raison. Ok. Et toujours cette partie-là, on entend beaucoup parler de Cloud Code aussi maintenant, justement en CLI. Toi, tu penses que à terme, ils vont sortir aussi un espèce d'IDE à leur sauce, ou alors ils vont rester toujours en ligne de commande et laisser la main à des curseurs ou de futurs anti-gravity? Ça comment un petit peu, ou est-ce qu'il y aura Copilot qui va finalement revenir dans la course parce que bah, la majorité des entreprises, elles ont déjà une souscription GitHub et voilà, tu ajoutes 3 clics et tu as Copilot. Qu'est-ce que tu sens un petit peu comme tendance en 2026? Ah, trop, trop bonne question. Et je vais te la retourner d'ailleurs. Je vais te la retourner. Je vais la préfixer de deux choses. Dans, dans les 2 ans et demi, 3 ans de R&D qu'on a fait sur l'IA, à être vraiment toutes les semaines dessus, à checker, à tout tester, presque. Il y a deux choses qui ont une courbe d'adoption absolument faramineuse que très peu de gens ont vu. La première, c'est les outils en CLI. Claude Code est sorti. Les gens se sont dit, ouais, c'est cool, ouais, c'est cool. Et boum, tout le monde les a pris instantanément. Tout le monde a commencé à sortir de la CLI absolument partout. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième truc, qui a une courbe d'adoption encore plus rapide, c'est les skills. Les skills, Claude les a sortis il y a quelques semaines. C'est même pas une histoire de mois, c'est vraiment quelques semaines. Et là, c'est absolument partout. Hmm. Voilà, il y a eu les MCP aussi. Mais les MCP, en fait, ça s'est tari après, alors que du coup, la CLI et les skills, je pense que ça va continuer de grandir. Les MCP, c'est là pour rester, de toute façon, mais ça vient résoudre un problème qu'in fine, on va résoudre autrement. Voilà. Pareil pour les skills. Les skills, ça vient résoudre un problème en fait, l'IA, elle n'est pas assez smart pour faire des trucs. Elle a quand même besoin d'avoir une base de données de capacité en plus qu'on va lui apprendre. Parce que du coup, on ne peut pas se permettre de faire du fine-tuning à la maison. Donc, on va avoir ces capacités, ces espèces de blocs de skills qu'on va pouvoir déléguer. Ça va rendre l'IA plus smart. C'est pas de l'intelligence, c'est juste que du coup, on va lui montrer comment faire les trucs. Voilà. Et Ouais. ça, du coup, c'est un peu un aveu de faiblesse aussi peut-être des boîtes qui voulaient faire de la GI et qu'on nous a annoncé du coup en long, en large, en travers. Mais moi, par rapport à ça, enfin, tu sais quoi, je te laisse répondre à ta question. Je balance juste ça en préambule et ensuite, je suis très très chaud de rebondir sur ce que tu dis. Ouais, bah, c'est juste que moi, ce que je vois, c'est l'adoption de Cloud Code. Et effectivement, je suis étonné, parce que c'est un outil qui reste en CLI, et je suis assez étonné qu'il y ait autant de monde qui l'adopte aussi vite. Et finalement, je pensais que les développeurs resteraient plutôt sur des Copilot, Cursor, Antigravity, où on voit quand même du code, même si avec Cloud Code, hein, il y a des plugins, il y a plein de choses, hein. On peut voir aussi son code comme ça de façon synchrone, hein. Mais voilà, cette partie-là, c'est vrai que je suis étonné. Et comme tu l'as dit aussi sur la partie skills, du coup, bon, il y a la vidéo d'Anthropic qui a fait pas mal de bruit. Je crois que c'est fin novembre, début décembre, donc c'est hyper récent. Copilot le supporte, bah, Claude Code le supportait rapidement sur Anthropic, mais même les autres l'ont adopté. Et c'est vrai que c'est assez fou, la vitesse d'adoption. Et à côté de ça, moi, je rebondirais aussi sur, en tendance 2026 peut-être, qu'on pourra voir, c'est avec cette Agentic AI Foundation, la fondation fille de la Linux Foundation, qui s'est créée et qui a reçu du coup la norme Agent MD et aussi la partie MCP. Bah voilà, je pense qu'on aura de plus en plus aussi de choses dedans, qui revient un petit peu à ce que tu disais tout à l'heure,
dans l'idée de se dire que peu importe peut-être l'outil, mais si on utilise des choses un minimum normalisées, bah, en fait, on pourra quand même changer, travailler sur différents sujets. Donc pourquoi pas, voilà, il y a pas mal de choses autour de la partie. Alors, il y avait ChatGPT Apps, il y avait MCP UI, il y a Google qui a sorti A2 UI, enfin A2 UI pour faire de l'UI avec des agents. Mais en même temps, il y a MCP Apps qui est arrivé aussi. Bref, il y a un écosystème quand même qui est assez présent, mais qui avance quand même, qui carbure, hein. Donc, c'est vrai que faut suivre l'actualité. Donc, pareil aussi dans les tendances à faire, bah, c'est juste aussi de suivre l'actualité. Pas forcément tout prendre direct dès que ça sort, mais aussi peut-être suivre d'une oreille quand même ce qui se passe. Ce qui est très difficile parce qu'il y a énormément de choses qui sont sorties sur tout le temps. Et en fait, c'est vachement overwhelming. Genre, moi, je sais que quand je lis pas les newsletters sur une semaine, j'ai une charge mentale qui explose. Je suis en train de louper un truc, etc. Et de manière consciente, je suis obligé de me dire, attends, tout va bien, hein. Tranquille. Parce que du coup, le train va beaucoup trop vite. Ouais. Par rapport à ta question, du coup, pour revenir dessus, je pense très sincèrement qu'on est en train de s'adresser à deux marchés et qu'il y a deux marchés qui sont complètement en train de se scinder et qui peut-être un jour se rejoindront. Mais il y a la promesse initiale qui était de dire que n'importe qui pouvait devenir développeur. Au final, on voit que bah, c'est une très belle promesse, mais du coup, les outils qu'utilisent les gens qui font du vibe coding et les outils qu'utilisent les gens qui codent, j'ai l'impression sont en train de diverger. Les gens qui codent au quotidien, ils vont plus être sur des outils comme Claude Code, par exemple, parce que du coup, la UI, elle est absolument. Enfin, la UX, je trouve, elle est top. La UI bah, c'est un terminal, donc a priori, c'est pas si fou que ça. Et ensuite, il y a GitHub Copilot qui a été ultra smart. Eux, depuis le début, ils ont dit on va pas compete sur Cursor, parce que de toute façon, on n'en est pas capable. Par contre, on va ravager le marché de l'entreprise. Et toutes les boîtes, ils ont une licence Copilot avec Microsoft, parce que tu comprends, il y a une certification SOC 2. Oui, mais Cursor là aussi. Oui, mais c'est Microsoft, c'est tout. Donc en fait, ils ont fait comme avec Teams, ils ont kill le marché et ils ont trop eu raison de le faire. Et Ouais. de l'autre côté, bah, tu as les gens qui, et je pense que c'est un peu le marché qui est aussi en train d'adresser Cursor, et ils essaient d'être un peu sur les deux côtés, un peu la team anti-gravity. Un peu genre, bah, tu balances tes prompts, tu fais des trucs, tu vois qu'il y a des tâches, donc en fait, tu arrives à être mêlé au monde de la tech, mais ça reste quand même, d'un point de vue UI, plutôt joli, c'est plutôt accessible. D'ailleurs, on voit le soin du détail que Cursor, ils ont mis dans leur CLI. Je veux dire, c'est beau, tu lances le truc, il y a une animation, tout est soigné, tout est propre, alors que la CLI de Claude, elle est genre un terminal. Donc voilà. Et du coup, je sais pas toi ce que tu en penses, mais j'ai l'impression qu'il y a deux marchés comme ça qui sont en train de se dire, OK, bah, nous, on est plus en mode vibe code, on a besoin de voir ce qu'on fait. Et nous, on est plus en mode CLI. Bah, on a aussi besoin de voir ce qu'on fait, mais si on peut utiliser MCP pour le faire, c'est plutôt bien. Sauf, encore une fois, pour la partie front-end. Mais du coup, j'ai l'impression qu'il y a deux schémas qui sont en train de se sortir. Et tu vois, je vois plus, par exemple, Cursor et Anti-Gravity se battre pour le truc. Et je vois pas Claude Code venir faire un IDE. Je pense qu'ils vont Mm. rester sur leur truc. Je pense qu'ils vont continuer à élargir leur gamme. Bah, par exemple, Claude Cowork, qui est vraiment incroyable. Tous ces outils-là, je pense qu'ils vont plus prendre le marché de manière horizontale. Ouais. Ouais, tout à fait. Et puis après, ils sont quand même costauds, Anthropic, à sortir des choses que tout le monde adopte rapidement. Et puis leur modèle aussi, c'est difficile de faire ça, hein, que ce soit sur Cursor ou Copilot. Bon, je pense que la majorité des gens utilisent aujourd'hui un Claude quelque chose, Sonnet ou Opus derrière, quoi. Donc, effectivement. Le problème Euh, des boîtes d'IA, c'est que c'est comme les compagnies aériennes. Tu n'as aucune fidélité. Et si demain, GPT Badder, on peut le voir, dès qu'il y a un nouveau modèle qui sort qui est meilleur que les autres, il y a tout le monde qui résilie sa licence à Claude Code et qui part sur Codex ou je sais pas trop quoi. En fait, les gens ils n'ont aucune adoption sur un outil, comme les compagnies aériennes. C'est la même chose. ouais. Donc en fait, ils ont plutôt intérêt de toujours innover parce qu'ils n'auront jamais de fanbase en fait. Allez, avant de passer aux questions, parce qu'en fait, ça s'est pas mal rempli niveau questions. Est-ce que tu as une ressource ou un projet sur lequel tu travailles actuellement et que tu aimerais nous partager voilà, en mot de la fin J'aimerais bien vous dire oui. La vérité, c'est que en ce moment, on fait beaucoup de formations entreprises dans l'AIDD. On est en train de signer de gros contrats pour former de grosses boîtes parce que du coup, il y a de plus en plus besoin de transformer la vie des développeurs. Et on passe tout notre temps dessus. Donc, j'aimerais bien balancer un petit projet sur lequel on était en train de bosser. L'année dernière, j'avais fait un SaaS en 28 jours en y passant que 3 heures par jour. Je m'étais fait un petit challenge. Je l'avais fait avec Cursor à l'époque. Et je pense que si je devais le refaire aujourd'hui, je le ferais en 2 fois moins de temps, voire 3. Mm. Donc c'est cool. Non, pas de projet comme ça. Je vais essayer de continuer de faire des petites vidéos sur YouTube. Puis voilà, essayer de continuer à évangéliser l'IA parce que faut dire ce qu'il y a. Il y a 6 mois, on passait pour des fous un peu, hein. Bah, je veux pas te mettre dans le même sac, mais et ben après, je suis pas mal LinkedIn aussi, donc je vois un peu la mouvance et le bullshit ambiant qui peut un peu sortir. Mais
on passait pour des fous quand on disait que on arrivait à générer du code, que l'IA c'était l'avenir, que sur plein de trucs, etc. Il y avait toujours un mec en commentaire qui disait ouais, moi j'ai lancé ce matin et nanana. Alors que maintenant on voit que la phase d'adoption elle est là. A priori, on est tous pour partir dessus, donc on est tous dans le même panier. Et du coup, j'ai l'impression qu'il y a ouais, ça est en train un peu de changer. J'aimerais bien avoir ton avis aussi par rapport à ça, mais j'ai l'impression que nous, notre mindset de développeur, au début, on était en mode genre, waouh, c'est de la merde. Après, on est en mode, ah ouais, c'est pas mal, mais ça fait chier pour mon taf. Et là, on est plus en mode, bon, de toute façon, faut l'utiliser, alors pas le choix. Ouais, bah, c'est souvent la courbe d'adoption des produits, hein. Au début, tu as les early adopters, donc ça commence tout bas. Après, tu as une phase voilà, qui commence où c'est un peu détracté un petit peu globalement. Et puis après, bah, voilà, on sent que la majorité se rend compte finalement de l'usage et que ça peut apporter. Et tu gagnes un petit peu en maturité comme ça sur ton produit. Donc c'est vrai qu'on a vraiment ces phases-là qui sont assez flagrantes, je trouve aussi, où au début, on avait beaucoup des enthousiasmes, un peu ambassadeurs, vraiment fans un petit peu de ce genre d'outils, voilà, dans l'idée vraiment de simplifier la vie. Et finalement, on voit aussi que des personnes qui peut-être avant étaient un peu réfractaires ou gardaient ça de loin, qui commencent à se dire ah ouais, mais en fait, je peux quand même réussir à faire des choses avec. Donc voilà, les gens s'y mettent aussi régulièrement, ouais, tout à fait. Euh, eh bien, si ça te va, on va passer aux questions qu'il y a. Il y a 5-6 questions dans le chat. Et ce que je propose, c'est que je te les lis, puis comme ça, tu y réponds tranquillement. Il y a Youssef qui demandait que, en tant que junior, est-ce pénalisant de faire ses années d'expérience dans une entreprise qui n'intègre pas d'outils IA dans son workflow de développement? En tant que junior, est-ce que ça va être pénalisant pour un développeur de ne pas intégrer d'outils d'IA ou d'en intégrer? De ne pas en intégrer, de ne pas en utiliser. Ah, je pense qu'il va y avoir les deux, hein. Tu vas avoir les boîtes qui vont se dire nous, l'aspect théorique, on s'en fout. Tout ce qu'on veut, c'est que le code que tu produises soit de plus ou moins bonne qualité, ou alors que tu produises juste du code, quitte à ce qu'il soit merdique. C'est un peu ce qu'on demande aux développeurs en startup, hein. Ce qu'on a demandé pendant très longtemps, c'est les gars, on a des investisseurs, on a des features, on refactorisera, c'est pas grave, la base de données, il y a 6 mois, on pleurera tous. Mais là, pour l'instant, vous allez shipper de la feature comme c'est pas permis, parce que du coup, on a tel concurrent qui va nous passer devant, hein, etc. Donc, on essaie de faire au mieux, mais voilà. Donc, il y a un peu cette approche-là. Et il y a aussi l'autre partie où on va encore faire passer les tests techniques aux développeurs. On va leur dire, voilà, truc à la con, on va t'envoyer un Google Form, on va marquer, voilà, il y a tel regex qui est utilisé sur tel truc. Est-ce que ça valide? Et toi, tu regardes la regex, tu as tes yeux qui saignent, et tu es en mode, je sais pas, B. Donc, il y aura encore ces boîtes qui voudront faire ce genre de choses. Il n'y a jamais eu de valeur à faire ce genre de choses, mais pourtant les boîtes continuent de le faire. Et je pense que ça va continuer aussi. Donc tu vas vraiment avoir des boîtes qui vont se dire, bah non, n'utilise pas l'IA, c'est ton savoir, ce que tu as dans la tête. Et tu as des boîtes qui vont se dire, ok, trop cool, tu as généré du code, trop bien, je vois que c'est qualitatif. Par contre, ce truc-là, je le trouve pas ouf, tu pourrais me dire pourquoi? Et là, vous allez pouvoir avoir une vraie discussion, etc. Et c'est plus ce genre de boîte vers lequel j'irai, parce que du coup, ils vont essayer d'avoir une vraie construction logique autour de ça et vraiment de réfléchir au produit et de savoir pourquoi est-ce qu'on fait les choses. Et généralement, c'est les boîtes avec lesquelles on a les meilleurs fits. Et c'est les boîtes d'ailleurs qui sont vachement prisées par les développeurs. Et il y a les boîtes peut-être un peu plus vieillissantes, sur lesquelles ce sera peut-être un peu plus compliqué. La Mm. vérité, c'est que toi, ton plus gros atout, je pense, en tant que développeur junior aujourd'hui, c'est de comprendre que la génération de code n'est plus un atout pour les développeurs. De comprendre que la transition est telle que la valeur n'est plus là. Si toi, tu arrives à piger ça, c'est cool. Parce que du coup, tu vas prendre beaucoup d'avance sur les autres développeurs qui sont encore à vouloir générer du code à la main. Donc ça, c'est cool. Maintenant, ce que je ferais si j'étais toi, je me servirais de cet avantage-là. Je pousserais au maximum mes connaissances sur l'architecture. Et du coup, j'utiliserais énormément le mode chat de mes IDE pour comprendre ce que tu es en train de faire, pour challenger tes idées. Limite, fais-toi un skill. Fais-toi un skill et le but de ton skill, c'est à la fin de chaque prompt, il se passe en automatique ou tu mets ça dans un hook. Ou, en plus, ça fera un TP assez intéressant. Et systématiquement, ça te dit les décisions que l'IA a prises, pourquoi elle les a prises et en quoi c'était une bonne ou mauvaise idée, ce qu'on aurait pu faire à côté, etc. Et du coup, tu vas apprendre énormément sur l'architecture, sur comment est-ce que le code fonctionne, sur pourquoi on prend une décision plutôt qu'une autre. Et moi, je ferais plutôt ça en vrai. Mais dans tous les cas, je ne mettrais pas. Je me plierais. Enfin, le marché a toujours raison. Mais là, l'enjeu, il est tellement gros que là, pour le coup, je ne me plierais pas au marché. Si on me dit, je ne veux pas que tu utilises d'IA, j'en utiliserai quand même. Et je ferai en sorte, du coup, de trouver la boîte qui est plutôt smart par rapport à ça. Mm. Donc en gros, ouais, gardez quand même une petite veille sur les différents outils d'IA qui existent aussi, quoi. Il y a une question de Daniel qui est assez intéressante d'ailleurs. C'est quoi ton top 3 MCP? Alors même si tout à l'heure, il demandait dans Cursor, hein, mais je pense qu'on peut généraliser, hein, ton top 3 MCP.
Même si tu en as parlé un petit peu rapidement, tu en évitais, mais tu en as peut-être quand même certains que tu aimes bien utiliser ou qui te font gagner du temps. C'est quoi ton top 3 MCP? C'est cool parce que on a un framework dans l'AIDD où on a un MCP et il y en a que 3 dedans. Donc, je peux vous les filer. Playwright, Playwright ou Google DevTools ou ce que vous voulez. Moi, je trouve que Playwright fonctionne très bien. En plus, bref, on s'en fout. Figma, évidemment, si jamais vous faites des petits trucs à côté. Et un outil de ticketing, genre linéaire ou quoi. Pas de GitHub. GitHub, c'est de la CLI. Dès que je peux, j'utilise de la CLI absolument partout. Sinon, c'est les 3 que je vous recommanderais d'utiliser si jamais ça match pour des raisons évidentes. Pour le front-end, et même pas pour le front-end, en fait. Faites boucler vos MCP dans des tâches. Moi, je suis en train de générer des slides en ce moment. Ça me fait chier de voir que la taille, ça dépasse sur un truc. Je lance le MCP, je le fais boucler jusqu'à ce que. Voilà. Linéaire, hyper cool. Ça peut permettre de traiter les issues. Pareil pour GitHub. Donc, si ça limite, vous ne l'utilisez pas, c'est cool. Et Figma, parce que toutes les maquettes sont sur Figma. Et que si les Figma est relativement bien fait avec une bonne maquette de composants, vous allez pouvoir les intégrer super vite avec le design system et gagner un max de time. Tout le reste, c'est hyper spécifique. Et genre, il y a quelqu'un qui a partagé Serena dans le chat. Trop bon outil. Mais pour 95%, peut-être même plus des développeurs, ça ne servira pas. Donc voilà mon top 3. Ok. Il y a Florent qui demande du coup qu'il est en train de staffer une équipe d'ingénieurs. Il aimerait qu'ils puissent préserver leur savoir-faire personnel tout en bénéficiant finalement de la vitesse et la productivité qu'on a avec un outil comme Cursor. Est-ce qu'il y a une recommandation particulière par rapport à ça, des skills dans un dossier spécifique? Voilà, c'est sa question un peu ouverte. Mais... Ouais. Là, du coup, je recommande vraiment l'approche de l'AI-Driven Development qui est d'avoir des dossiers bien faits, comités, utilisables par l'ensemble du coup des équipes projet, avec des readme à l'intérieur qui expliquent comment utiliser les différentes informations à l'intérieur. Et là, pour le coup, c'est tout ce qu'on a dans la partie accompagnement de l'AI-Driven Dev, parce qu'on a un espace aussi formation. Donc, je ne pourrais pas vous partager ça à la limite parce que ce ne serait pas faire pour les autres membres. Mais du coup, si je peux vous dire comment faire sans vous montrer du coup ce que j'ai fait, l'idée, c'est de vous dire qu'il y a des éléments qui sont tout le temps là, que vous allez tout le temps utiliser, qui sont des commandes, des rules, des templates pour cadrer l'IA. Tous ces éléments-là, faites-vous une réunion d'équipe, vous les listez. OK, on a besoin d'un template pour faire nos pull requests. OK, good. On a besoin d'un template pour faire les plans d'architecture. OK, good. On a besoin d'un template pour quand on fait des features sur genre Figma, en fait, il y a des composants qui sont dans certains coins, machin. OK, cool. Agréger tout ça, mettre ça dans une skill ou pas, sachant que tout va devenir des skills en 2026. Mais on en reparlera peut-être un peu plus tard parce que le truc, il est un peu encore early, mais simplement tout lister. C'est quoi les commandes dont on a absolument besoin? Faites une réunion d'équipe, faites un gros brainstorming, jetez tout ça sur un espèce de FigJam ou un Miro comme ça. Vous balancez tout, vous clusterisez tout ça. J'ai partagé du coup sur mon LinkedIn une grosse fenêtre du context engineering. Vous mettez les rules dans un même sujet, spécifié du coup par module, back-end, front-end, etc. Vous faites ça sur absolument tout. Vous dessinez l'architecture, vous vous mettez d'accord sur OK, il y a un agent.md qui va aller inclure tous les fichiers de la mémoire. La mémoire, c'est à chaque fois que je démarre un chat, je veux que l'IA, elle sache ça. OK, cool. Le brief projet, évidemment. Ces trucs-là, en fait, qu'il faut que, quand tu dis que c'est un utilisateur admin, ton IA, elle te dit pas, ouais, mais est-ce qu'il a accès à ça? Non, non, non. C'est marqué dans le dossier, on te l'a déjà dit 10 000 fois, il n'y a même pas de sujet. Tous ces trucs-là, on les liste. Ensuite, du coup, comme tu as tes rules, comme tu as tes templates et comme tu as tes commandes, tu vas pouvoir faire en sorte de créer des flows. Tu as des readme où tu vas pouvoir expliquer, voilà, aujourd'hui, vous voulez créer une feature. Nous, dans le flow IDD, je peux vous les filer. C'est assez facilement mappable. Je vous partagerai mon écran parce qu'on a fait un mermaid par rapport à ça, mais élaboration du plan, planification, du coup, avec le mode plan, implémentation. Une fois qu'on a fait l'implémentation, du coup, assertion. Est-ce que les builds passent? Est-ce que le typing passe? Tous ces trucs-là, surtout quand on bosse sur TypeScript, les types, c'est assez facilement sautable. Review, OK. Entre-temps, on a fait le commit, machin, etc. Et à la fin, création de la pull request. Tout ça, c'est des commandes. Il y en a 7, quelque chose comme ça. Vous créez les commandes, un readme. OK, quand tu fais une feature, tu fais ça. Ensuite, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Dans l'élaboration, dans les commandes, etc., ça va appeler les templates, ça va appeler les rules, etc., etc. Le contexte engineering, il est super bien mappé. Là, je l'ai très vite résumé. Mais si tu fais ça, la génération de tes features, c'est 95% minimum de code à l'IA ultra qualitatif. Merci en tout cas pour ces infos, Alex. Ça me fait penser du coup dans ce que tu décris. C'est rigolo parce que j'ai l'impression que vous avez recréé façon R&D un petit peu votre façon un petit peu de développer correctement avec l'IA.
Et on avait aussi du coup SpecKit qui a été sorti du coup en septembre par GitHub. On entend beaucoup parler de la méthode BMAD aussi en ce moment. Et finalement, vous avez fait un petit peu votre toolkit à vous, finalement, un petit peu. Ça, c'est hyper marrant. Il y a une blague que je fais absolument tout le temps. C'est que je dis qu'il y a un espion il y a un espion de chez Anthropic chez nous et qui systématiquement, ils implémentent toutes les features du framework AIDD. Et du coup, on se marre un peu parce que c'est un peu ça. C'est rigolo parce que tu vois, la méthode BIMAD, euh, on l'a utilisée il y a très longtemps. On a fait le framework avant eux. Ils ont pris des features du coup qui étaient dans notre truc, mais sans même savoir que ça existait, parce qu'en fait, tout le monde converge là-dessus. Donc quand je dis qu'Anthropic, le système de task qu'ils ont utilisé pour pouvoir centraliser plusieurs agents, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a une feature du coup de planification, et du coup, vous avez un plan genre sous format texte. Et du coup, ce qu'Anthropic ils ont fait, c'est que ils ont pris ce plan-là, ils ont extrait du coup des tâches, genre de 1 à 8, par exemple. Ces tâches-là, ils les ont partagées du coup dans un cluster d'agents, où chaque agent sous-délégué va pouvoir avoir accès à la même to-do list. Du coup, c'est cool parce que du coup, vous avez les agents ABC, et du coup, ils sont tous au courant du nombre de tâches qui restent à faire, partagées dans un contexte déterminé. Et ça, c'est cool parce que ça ne pollue pas la fenêtre d'orchestration principale. Donc, vraiment, ultra banger comme feature. En fait, nous, c'est des trucs qu'on se marrait avec un pote parce qu'il y a déjà un an et demi, on le faisait déjà. Et le fait que ça soit arrivé à un niveau de maturité suffisamment élevé pour que du coup, ça soit implémenté de manière mainstream, ça nous fait ultra sourire. Maintenant, en fait, c'est cool parce que tout ce qu'on est en train de prêcher sur l'AI-driven development, sur le fait que, les gars, le rôle du développeur, c'est de réduire le gap entre une imagination, un truc qui sort de la tête de votre product owner, et l'implémentation dans le code. Le plus vous réduisez le gap, le plus vite vous le faites, le mieux c'est un développeur. Aussi simple que ça. Et ça ne fait que ça de manière qualitative quand on fait dans son job. Et en fait, si vous partez de ce principe-là, bah, avoir des specs driven development, comme par exemple SpecKit de chez GitHub, ça fait ultra sens. Avoir des coups des agents sur lesquels vous allez discuter, et BIMAD, ils sont largement meilleurs que nous pour le faire, et j'ai pas de problème à le dire, c'est l'intégration avec les agents. Ils sont capables de vous questionner pour vous sortir un PRD qui est commasse, énorme, sur lequel du coup on va pouvoir se baser pour faire vos features, pour faire vos SaaS, etc. Ok, trop cool. En fait, tous ces trucs-là, on voit que finalement, en fait, ok, on va remettre au centre du village le principal atout du développeur qui est de comprendre le produit pour l'implémenter dans le code. Et encore une fois, c'est un truc que l'IA vient superbement faire. Donc, non, au contraire, je pense que tout est en train de converger vers la même chose. Et à la limite, ça me fait un peu flipper parce que autant ça fait un an et demi que je dis qu'on a de l'avance sur tout le monde et qu'on est les meilleurs et blablabla, autant là, tout le monde a tellement convergé vers le même point que on a perdu l'avance qu'on avait d'une certaine manière. Ce qui est cool parce que du coup, ça montre qu'on avait raison. Ce qui est moins cool, c'est parce que du coup, je ne sais pas anticiper la suite. Mais ce qui est vachement excitant en fait, dans un sens. Ah, super. Bravo en tout cas pour ce que tu as réussi à créer avec la communauté et tous ces prompts, ces infos, ces schémas de pensée aussi finalement par rapport à tout ce qu'il faut faire et ces méthodes de développement. Il est 19h28. Je pense qu'on va arrêter là pour les questions. Si vous avez des questions que Alex n'a pas forcément répondu, je pense qu'il reste relativement accessible, soit dans le commentaire, par exemple, du LinkedIn de l'événement ou ailleurs. N'hésitez pas à le pinguer, hein. Alex est assez présent sur les réseaux. Vous le trouverez sans aucun problème. Moi, je vous donne rendez-vous du coup aussi à Tech Ready, qui aura lieu du coup le 5 juin. Et puis, Alex, est-ce que tu seras à Tech Ready peut-être cette année? 100% que j'y serai. Si je peux speaker avec grand plaisir, et dans tous les cas, je serai dans le coin en juin, donc avec grand plaisir. Ah ben, super, ça me fait énormément plaisir, Alex. On aura plaisir de t'accueillir du coup à Tech Ready. Tech Ready, donc une conférence dédiée au sujet cloud et IA à Nantes, à la Cité des Congrès. C'est le 5 juin 2026. Les billets sont pas très chers. On aura des super speakers et il y a de la bonne bouffe aussi. Donc voilà, un super moment. Faut en profiter. Sur ce, bah, voilà, 19h29. Merci en tout cas à tout le monde pour cette soirée. On essaiera de faire d'autres événements comme ça, un petit peu en mode curseur live. J'ai vu qu'il y avait des questions très précises, genre est-ce que Cursor va intégrer MCP Apps prochainement? J'en ai aucune idée, mais pourquoi pas inviter un autre développeur de chez Hemisphere, du coup, pour répondre à ce genre de questions. Ça peut être l'occasion aussi, c'est toujours intéressant de voir aussi, eux, les tendances qu'ils voient à la fois à New York, dans la Silicon Valley, parce qu'il y a toujours un petit peu d'avance dans ce secteur-là. Donc voilà, toujours intéressant d'avoir ça. Alex, encore un grand merci à toi pour cette session. La vidéo est enregistrée et puis je remercie à tous nos participants d'être restés présents. Et je vous dis à très bientôt et bonne soirée tout le monde. Ciao, Merci à ciao. toi, bonne soirée.